OK. Très bien. Donc, cette classe aujourd'hui, elle est dédiée à la partie de l'examen. Donc, on avait déjà partagé le sujet, avec l'email contenant les informations pour y accéder, donc pour pouvoir le réaliser. Donc cette session aujourd'hui se fera sous 2 formats. J'ai un petit écho, je sais pas d'où il vient. Je vois qu'il y a que Germain qui a son micro allumé, c'est peut-être, Pardon, je le retire. pas de souci, merci. Donc l'idée, allez, Hervé nous rejoint. On va aborder cette session de 2 manières. La partie format, donc la forme, la manière dont on va pouvoir réaliser cet examen, et la partie contenu, donc les différentes questions auxquelles vous pourrez, sur lesquelles vous pourrez tomber durant cet examen. Donc démarrons tout de suite, et surtout, cet examen il est pour vous, hein. En tout cas cette préparation à l'examen elle est pour vous, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez la moindre question. Donc sur la partie format, donc c'est un devoir sur table. Ça veut dire qu'on va attendre de vous de la rédaction. Donc ce sera pas un format de QCM, donc il y aura pas de choix dans les différentes questions proposées, dans les différentes réponses. Il y aura pas de réponse proposée, mais il y aura bien une forme de réflexion de votre part à proposer à l'examinateur. L'idée est que, et je vais le répéter souvent, l'examinateur doit pouvoir interpréter votre réflexion, votre attitude, votre cheminement pour répondre à la question. C'est quelque chose que je vais vous dire souvent, mais il va falloir que vous vous projetiez dans le projet qui vous est exposé. Et ça, c'est la clé de la réussite par rapport à l'examen. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, d'apprenants qui ont passé l'examen, ont répondu aux questions sans forcément se mélanger dans le contexte. Peut-être parce que ce contexte est pas un contexte qui leur est propre. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la déco et que le sujet est lié au domaine du logiciel, peut-être qu'il y aura des complexités, peut-être à comprendre le détail technique du sujet, mais un projet reste un projet. Donc peu importe le contexte dans lequel vous allez évoluer, et je parle pas forcément de l'examen, mais aussi au-delà, vous devez pouvoir vous en sortir entre guillemets. Et ça, pour ça, je vous mets pas la pression. C'est juste que l'examinateur, lui, quand il lit votre rédaction, il doit pouvoir se dire ah ok, il ou elle a bien intégré le sujet, même s'il y a des erreurs, mais au moins on sait que vous partez du contexte qu'on vous expose, et non pas juste le cahier des charges. Dans le cahier des charges, il y a ça. D'accord, mais du coup, par rapport au contexte, il est où le lien? Voilà, c'est une réponse toute bête, mais il faut pouvoir faire le lien entre le sujet, la réponse, et du coup la réponse que vous proposez. Du coup, Joyce, si je reprends, donc c'est pas une réponse type qui va être attendue, mais c'est l'ensemble de la réflexion qui amène, même s'il y a plusieurs réponses différentes qui sont proposées, ce ne sera pas quelque chose de type, mais Exactement. Il ne faut En tout cas, on n'attend pas de vous à ce que vous recrachiez du cours. On n'attend pas de vous à ce que vous répétez du par cœur. Même moi, je vous le dis, hein, je propose une formation de gestion de projet. Je n'ai pas l'absolue connaissance de la gestion de projet. J'ai la gestion de projet de mon expérience passée, qui est louable, c'est peut-être, certainement, hein, parce que j'ai eu la chance de travailler pour des grands comptes, mais en aucune manière, moi, je vous dirais que ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'il faut faire, et c'est la seule manière de faire. On a chacun une manière de procéder. Je vous donne des clés, des principes de base pour lesquels je pense vous pourrez vous en sortir dans n'importe quelle situation, mais en aucun cas ce que moi je vous dis est absolument à appliquer à la lettre, et c'est l'absolue vérité. Non, c'est pas vrai. Si demain je travaille dans un autre contexte, peut-être que je reviendrai sur ma formation et je dirais ah bah je vois plutôt les choses différemment. L'idée est que vous puissiez vous agir en tant que chef de projet, et se dire ok, bah dans ce contexte-là, là il y a un développeur, machin, ok, j'aurai peut-être besoin de lui, etc., etc. Mais qu'on puisse se dire ok, cette personne-là a pu se mélanger un petit peu dans le contexte. Bon, je vois que c'est pas son truc, mais voilà, il a su prendre les ressources, etc., etc. On ira dans le détail des questions après, hein, comme ça vous pourrez mieux comprendre ce dont il s'agit, mais voilà pourquoi.
Donc voilà, ce premier aspect, c'est un devoir sur table. Donc avec un cas pratique, donc un contexte qui vous sera exposé dès le départ. Donc l'idée de ce contexte est qu'on va vous détailler un minimum de choses par rapport au projet. Peut-être qu'il y aura aussi des annexes. Il y aura peut-être aussi certainement un détail sur qui fait quoi dans le projet. Tout dépend du sujet sur lequel vous allez tomber. Vous pouvez avoir un sujet qui va contenir 5 questions, peut-être 20 questions, et tout cela va dépendre tout cela va devoir être adapté à votre sauce, notamment par rapport au piège qui est le plus gros par rapport à cet examen, c'est le temps. Le temps est la clé aussi de la réussite cet examen. Vous devez pouvoir vous organiser à répondre aux questions dans le temps imparti. Il se peut qu'il y ait des questions sur lesquelles vous allez sécher. Je vous propose, donc l'examen il dure 2 heures, 120 minutes. Répartissez votre temps dès le départ, chronomètre en main, de vous dire, OK, il y a 5 questions, OK, sachant qu'il faut du temps pour lire le contexte, etc., je divise par 6. OK, je divise par 6 le temps, ça me permet de me dire, ben voilà, si je réponds à une question où je sèche, etc., au moins vous avez la chance de passer à la suivante. Et peut-être que la suivante sera plus accessible pour vous. Et dans ce cas-là, vous avez au moins la chance de pouvoir répondre un minimum à toutes les questions. Vaut mieux ça que bloquer sur une question et vous griller des questions sur lesquelles vous auriez pu répondre plus facilement. Au moins, vous savez que vous avez pu répondre à toutes les questions. Il y en a peut-être une sur laquelle vous avez séché, vous avez passé, mais au moins, vous avez laisser du temps à chaque question. Et en effet, si c'est 10 questions, répartissez le temps par 11, voilà, etc. Comme ça vous laisse le temps de lire le contexte et de répondre aux questions. Toujours par rapport à la forme, ce qui est important de faire, c'est se connecter avant. Donc la session d'examen commence à 10 heures. On vous propose de venir à 9h30. L'idée est qu'on puisse déjà shooter un petit peu les problèmes techniques s'il y en a, vérifier votre identité. C'est important que vous puissiez vous munir de votre carte d'identité. La vérification n'est pas systématique, mais l'idée est qu'on puisse vérifier que la photo sur l'identité correspond bien à la personne qui est derrière la visio. Et ensuite, je pense qu'il y a peut-être des contrôles autres. J'ai jamais assisté à un examen, mais on m'a demandé de vous partager cette information aussi. Ce sera un lien Rework également ou bien un autre outil à installer ou un lien web? Il me semble que c'est la même session que celle qu'on a aujourd'hui. C'est le même lien Rework, de ce que je me rappelle. Donc il y aura plusieurs examens qui se dérouleront en même temps, donc vous ne verrez pas les autres examens, mais les examinateurs, eux, superviseront plusieurs classes en même temps. Donc c'est pour ça que ce créneau est proposé, puisqu'en fait, d'autres formations, pas que sur la gestion de projet, mais sur d'autres sujets, se déroulent aussi en même temps. Concernant les supports, vous aurez le droit d'utiliser tout support de formation, donc tout ce que vous avez utilisé pour, comme notes, vos rédactions, vos réponses aux exercices si vous voulez. Vous avez aussi accès à la plateforme Rework, donc qui est disponible, donc normalement encore 6 mois après votre dernier passage, votre dernier passage à la dernière page. Par contre, je ne conseille pas, hein, de se dire, de se fier à l'accès à la plateforme Rework, puisque vous avez vu, hein, pour accéder à un cours, il faut se souvenir dans quelle semaine il est, etc., etc. Donc, vous avez accès, certes, mais c'est autorisé, certes, mais c'est peut-être pas le plus facile ou le plus évident à accéder. Donc, si vous avez des notes, elles sont autorisées, il y a aucun problème là-dessus. On peut utiliser le PDF généré à la fin de la 4e semaine? Tout à fait, tout à fait. OK. Oui, on peut l'utiliser, exactement. Aussi, certains apprenants se sont fait piéger par rapport à l'électricité. Disons qu'ils n'avaient pas prévu, ils étaient peut-être en déplacement, ils n'avaient pas prévu d'avoir un câble pour, brancher leur ordinateur, et c'est vrai que le fait d'être en visio, ça consomme aussi de l'énergie. Donc pensez bien à être branché ou avoir suffisamment de batterie, pour assurer l'examen durant tout le temps imparti. Ces personnes-là qui avaient donc l'ordinateur qui s'est éteint, pas longtemps avant la fin, le temps de retrouver un câble, etc. Si ça arrive un certain temps après le délai, évidemment, c'est une session qui est enregistrée, pour lequel vous devez fournir votre réponse en temps et en heure. Et dans ce cas-là, l'idée est que si vous ne donnez pas votre rendu dans le temps imparti, vous pourrez avoir un souci. Oui, Graziella.
Bon, je suis désolée. Bonjour à tous. Je suis arrivée en retard. Je suis sur mon lieu de vacances. C'est un peu compliqué. Je suis sur 2 tables basses, donc c'est pour ça que je baisse à chaque fois ma caméra. Tu parles en visio parce qu'on va avoir un oral également? Non, il n'y aura pas d'oral. L'idée est qu'on puisse juste pouvoir, enfin, pardon, pardon. L'idée est qu'on puisse juste, l'examinateur va pouvoir regarder ce que vous faites. L'idée qu'il n'y ait personne derrière vous pour vous souffler des réponses. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. On veut vous voir, mais pas forcément, mais vous restez, je pense, micro coupé ou micro ouvert, mais du coup, sans forcément de son à diffuser. Et l'idée est qu'on puisse juste pouvoir vous observer, pouvoir vos faits et gestes par rapport à la rédaction dans l'examen. C'est simplement pour ça. D'accord, merci. Je t'en prie. Je reviens juste sur l'examen. Joy, par contre, la convocation, on la reçoit quand? La convocation, vous allez la recevoir dans les prochains jours. C'est pas longtemps avant l'examen. Donc l'examen, c'est jeudi prochain, si je me trompe pas. Vous l'aurez d'ici là. D'accord. Non, parce que comme Karine nous annonçait une dizaine de jours, et de mémoire, c'est le 28. Oui, c'est ça. En fait, je sais que c'est souvent pas longtemps avant, puisqu'il peut encore y avoir des désistements de dernière minute et des personnes qui souhaitent reprogrammer l'examen. Donc c'est pour ça qu'ils se laissent. Vous avez donné votre confirmation à Karine, c'est ce qui compte. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous aurez la convocation. Si en effet vous ne l'avez pas mardi, par exemple, oui, en effet, vous pouvez envoyer un mail à Karine, elle est réactive, elle pourra vous répondre. Mais il n'y a pas de souci à ça. Non, moi, j'ai pas donné ma confirmation à Karine, parce qu'elle a envoyé son mail le 15 et on est rentré ce matin. Et j'étais sans liaison, sans rien du tout. Donc, j'étais en mer, donc je captais pas. Donc, je suis rentré ce matin. Donc, ok, je vais l'appeler, je vais voir avec elle. Et par contre, je me souviens que dans un de tes mails, tu faisais état parce que donc, on va pouvoir se connecter. Et effectivement, le sujet va nous être donné, mais il me semblait qu'il y avait un questionnaire à remplir. C'est toi qui nous le donnes ou c'est eux qui nous le donnent? Un questionnaire de satisfaction? Non, pas de satisfaction. Il me semblait que pour, je sais pas, sur notre identité ou je sais pas. Non, c'est moi qui me mélange dans ce que tu nous avais envoyé peut-être. Pour moi, c'est le mail où tu avais écrit en bleu là. Ok, alors s'il s'agit de ça, c'est le questionnaire, enfin les questions aux réponses, les questions du sujet. Donc il y aura un document qui vous sera transmis sur lequel il faudra répondre. Donc c'est l'examen en lui-même. Et donc il y a de l'espace suffisamment pour pouvoir répondre à chacune des questions sur ce document qui devra être du coup retourné à l'examinateur. D'où l'utilité d'avoir effectivement un logiciel comme Word ou autre qui permettra de l'ouvrir et de travailler dessus directement. C'est sur ce document-là qu'on va devoir travailler. Je sais plus si dans l'email c'est précisé, parce que c'est vrai que j'envoie de manière systématique, mais parfois je l'oublie. Et il est possible que ce soit un document directement en ligne, donc il n'y a pas forcément besoin de l'envoyer par mail. Je me rappelle plus exactement. Mais l'idée est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une licence. Moi, avec Gmail, je peux ouvrir du Word, du ODT, peu importe. Donc, enfin, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas ce souci de licence. Ok, d'accord. Mais après, si tu as Karine au téléphone, n'hésite pas à lui poser la question, elle saura mieux te répondre que moi. D'accord, ok, merci. Toujours par rapport à ce document à remplir, si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième écran, ça peut être intéressant pour vous puisque ça vous permettra d'avoir le contexte, les questions sur un écran et répondre aux questions de l'autre côté. Ça vous évite, surtout si le contexte, les annexes, etc. font 5, 6, 7 pages, de revenir à chaque fois en haut pour savoir de quoi il s'agit. Au moins, vous pouvez optimiser votre temps et gagner en efficacité. Voilà pour le format. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai une petite question pour la mauvaise élève que je suis qui ne t'a pas restitué tous les cas pratiques. Est-ce que c'est problématique pour le passage à l'assertif Non, c'est pas problématique. La certification ne se base pas sur ce que moi je vous ai proposé comme exercice. En fait, ça a été fait assez de manière impartiale. Pour être honnête, on m'a donné les clés de ce qui était important d'apprendre dans la formation. Donc moi, j'ai fait mes sujets en fonction de ça et les examens sont sortis ensuite. Donc il n'y a pas un modèle de retranscription par rapport à ça.
Maintenant, bon, je vais travailler sur les prochaines formations, donc les prochains bénéficieront peut-être de quelque chose supplémentaire, mais d'un cas fil rouge qui reprend un petit peu la manière dont on répond à l'examen, mais c'est un petit peu ce que je vais faire là dans les prochaines minutes par rapport aux différentes questions posées. Donc c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir répondu à toutes les mises en pratique. Merci. D'ailleurs, à ce sujet, ça me fait penser, sur la plateforme Rework, je suis qu'à 96%, pourtant j'ai tout qui est coché correctement. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou est-ce que c'est juste spécifique à moi? Germain, tu es le maillon faible. Moi, Je suis à 99% et je me demandais aussi pourquoi. Alors, moi, mon expérience, c'est que j'ai fini et je suis arrivé à 100%. Et ensuite, je suis retourné, par exemple, dans la semaine 3 ou dans la semaine 2, et ça m'a remis un taux à 30%. Comme si je n'avais pas fini. Et puis, au fil du temps, là, dans la première semaine d'août, j'ai, entre guillemets, rebalayé l'intégralité des différentes semaines et ça m'a remis un taux à 100%. Mais pour cela, il a fallu que je refasse tous les exercices jusqu'au bout. Parce que le fait de les avoir fait une première fois déverrouille la suite, mais si on ne fait pas tous les exercices à l'intérieur, si on n'ouvre pas tous les onglets, il considère qu'on ne l'a pas fini, quoi. Après, je pense que c'est un calcul assez bête, mais surtout, ça permet aux personnes qui suivent la formation en termes de supervision de savoir où vous en êtes, surtout au moment où vous réalisez la formation. J'ai en fait un rendu chaque semaine qui me permet, en tout cas, on me dit, on me précise, et c'est Karine qui le fait, qui me dit, ben voilà, sur ta session, il y a tant de personnes qui ont progressé, d'autres qui sont plutôt à la traîne, et je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Ensuite, une fois que les 4 semaines sont passées, voilà, vous savez où vous en êtes, c'est ce qui est plus important. Il n'y a pas de sentence si vous n'avez pas 100%. Et donc, désolé pour toi, Germain, mais peut-être que tu n'auras jamais 100%, mais c'est pas grave. Ouais, Allez. ok, merci. Passons au concret et aux différentes questions qu'on pourrait vous poser. Donc voilà, je vous le répète, les questions qui vous sont posées sont assez larges. Ça veut dire qu'elles paraissent, pour moi en tout cas, vous avez les clés pour pouvoir y répondre. Mais pour autant, c'est toujours bien de faire le lien avec le contexte parce que c'est un peu piégeux, d'avoir des questions larges. On se dit qu'on répond à la question, mais peut-être qu'on ne répond pas assez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lien entre les questions. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait répondre dans la réponse numéro 1. La fin de la réponse numéro 1 peut aussi correspondre au début de la question numéro 2 ou à la fin de la question numéro 3. Ne vous dites pas: «Ah mais j'ai déjà dit ça dans la réponse numéro 1 donc je le mets pas». Non, chaque question est indépendante. Répondez comme si c'était la première question à chaque fois. Ça vous permet de répondre de manière le plus large possible et de donner du détail le plus possible. On va balayer quelques questions qu'on peut vous poser. Je les ai un petit peu groupées par rapport à ce qu'on m'a dit sur les sessions d'examen. Je ne dispose pas de l'examen malheureusement, ni des différentes possibilités, mais j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ce qu'on m'a dit et on va balayer tout ça ensemble, si ça vous va. Dans un premier temps, on parle du départ du projet. On pourrait vous demander comment on analyse un cahier des charges, comment vous allez organiser le travail pour chaque étape d'un projet. Donc c'est vrai que lorsqu'on vous parle du cahier des charges, c'est toujours bien, vous en tant que chef de projet, de vous dire, voilà, qu'est-ce que c'est un cahier des charges, qu'est-ce qu'il contient. Et donc là, à l'examinateur, vous pouvez lui dire, voilà, dans un premier temps, avant de l'analyser, je m'assure que dans le cahier des charges, il y a bien tous les champs correspondants, donc les fonctionnalités, l'objectif, les différentes contraintes, le délai, les répercussions. Et par rapport à ce que vous dites sur les différents champs, vous dites, ben voilà, le cahier dans les fonctionnalités qu'on a dans le cahier des charges ou la raison du projet, vous vous raccrochez à ce qui a été dit dans le contexte. Ça vous permet de dire, dans les fonctionnalités, il y aurait ça, dans l'objectif, il y aurait ça, le délai du projet, de ce qu'il est dit, c'est ça, et ça permet de dire, voilà, on sait ce que Germain a dit par rapport au cahier des charges, et en plus, le contenu est correct. Très bien. En fait, aussi pour organiser le travail pour chaque étape du projet, ce qui est bien de pouvoir partager, c'est que vous, en tant que chef de projet,
vous allez essayer de comprendre le projet, de vous l'approprier et de le reformuler. C'est en effet, c'est vraiment ce qui va se passer lorsque vous allez, lorsque vous vous baignez dans le bain d'un projet qu'on vous attribue. Le but est déjà que vous compreniez de quoi il s'agit, que vous vous appropriez un petit peu ce projet-là, puisque c'est vous, le chef de projet, le ou la chef de projet. Et quelque part, le fait de reformuler, ce sont vos propres mots. Vous allez donner des directives. Et donc, pour mieux transmettre l'information du projet, c'est toujours bien de la reformuler soi-même de manière à mieux la transmettre. Ça veut dire que lorsque les personnes vont revenir vers vous, vous n'allez pas revenir vers un document initial, vous allez revenir à ce que vous avez compris et ce que vous avez intégré. Et c'est vous un petit peu la base du projet. Et c'est pour ça que c'est toujours bien, en tout cas pour la base d'organiser le travail pour les différentes équipes, de se dire que vous comprenez le projet et vous le reformulez. Ensuite, avec ça, ce qui est toujours bien de pouvoir adresser aux équipiers projet, c'est de se dire qu'on pose une problématique au projet. Je reviens sur un exercice qu'on avait qui était lié au remplacement du logiciel de facturation, si vous vous rappelez. Alors, je n'avais pas exposé de problématique, mais on aurait pu imaginer que la problématique de ce projet-là, de remplacement du logiciel de facturation, c'était parce que le logiciel était lent, vieillissant, qu'à chaque clic, il fallait attendre 5 minutes. Donc, quelque part, la problématique de ce projet aurait été, en tout cas, moi, si j'avais été chef de projet pour ce projet-là, j'aurais dit à chaque équipier, pensez que le logiciel doit être rapide et performant. Ça veut dire qu'à chaque tâche, je veux que le développeur, que la personne du réseau, que peu importe, se dise, bon, ok, je fais ce que je dois faire, mais en effet, il faut que je pense à ce que ce soit bien plus performant qu'avant. Et donc cette problématique, on la pose, elle est exposée au départ du projet et elle est partagée pour que chaque membre de l'équipe projet puisse se l'intégrer dans sa réalisation de livrables. Et donc, c'est ce qui est important pour organiser le travail pour chaque étape du projet. Est-ce que pour cette première bribe de questions, est-ce que les réponses vous semblent cohérentes? C'est quelque chose que vous auriez répondu? Parfait. Si pas d'interrogation, on passe à un autre type de question qui pourrait être par rapport aux contraintes, par rapport aux exigences, comment prendre en compte la délimitation du projet et aussi des livrables, comment on pourrait évaluer les différents moyens, tout ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs du cahier des charges. Donc contraintes, exigences, moyens, tout ça, pour tout ça, on parle de compétences. Donc pour les contraintes, c'est toujours bien de se dire, OK, dans les contraintes du projet, il y a peut-être quelque chose qui est exposé dans le contexte. Donc là aussi, c'est toujours bien de se dire, par rapport aux exigences et aux contraintes, exigence, ça peut être une exigence en termes de délai, en termes de périmètre, en termes de design. C'est quelque chose que vous devez sortir forcément du contexte qui vous est exposé. Ensuite, pour évaluer les moyens nécessaires, lorsqu'on parle de moyens, on parle de compétences, on parle de temps, on parle de ressources. Ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des ressources humaines. Et donc, pour évaluer ces compétences, il faut pouvoir se dire qu'est-ce qui est nécessaire à réaliser dans le projet. Et en fonction de ce qui est nécessaire, je vais attribuer des tâches à des personnes. Et donc, ces tâches aux personnes vont nécessiter du temps. Et donc, ce temps multiplié par ces personnes va me permettre de donner un chiffre. Et donc, quelque part, d'avoir cette évaluation de moyens, de savoir combien le projet va coûter. Et c'est la même chose avec le matériel. Donc ça, c'est une étape. Par rapport à tout ça, il faut aussi penser qu'on va subdiviser le travail en différentes étapes. Alors oui, on sait ce qu'il faut faire, donc ça veut dire qu'on sait qu'il y aura des livrables à fournir, on sait qu'il y a des personnes qui sont associées à ces livrables ou à des lots de travaux un peu plus petits, à un plus bas niveau, et la somme de ces lots de travaux vont faire un livrable. Et donc quelque part, le fait de les placer ensuite dans des cases et se dire qu'on fait un planning et qu'on le subdivise en étapes avec des jalons, donc des échéances, va permettre aussi de se projeter dans l'atteinte de l'objectif de cahier des charges, qui est la finalité du projet. Donc ça veut dire que le projet a pour finalité d'obtenir ce produit. Ce produit est subdivisé en différents livrables, donc en étapes. Donc on place des jalons, des échéances,
Et donc pour pouvoir atteindre ces objectifs, il y a des personnes, du matériel qui y est associé. Et avec tout ça, avec tout ce que je vous dis, alors c'est vrai que moi je dis de manière générale parce que j'ai pas pris de sujet à proprement parler, mais en effet, s'il s'agit, du contexte je parle d'un de logiciel ou d'informatique, c'est toujours bien de se dire: «Beh, voilà, je vais avoir dans la liste, dans le contexte, le développeur va devoir réaliser cette activité, ça devrait prendre, environ 1 mois à raison de enfin à mi-temps par exemple. Donc alors il n'y aura pas de calcul, aucun calcul vous sera demandé, aucun ROI. Il y aura peut-être des informations qui seront données par rapport aux activités réalisées. Donc n'hésitez pas à les prendre et à pouvoir les dire: «Mais voilà, ça prendra tant de temps, ça coûtera tant», si c'est inscrit. Mais on ne vous demande pas de réaliser un calcul, chiffré. On vous demande comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre pour le faire. Mais en aucun cas, on va vous demander de prendre des chiffres, de faire des maths pour dire et de prendre le temps de faire le calcul qui peut être faux. Donc prenez pas ce risque. Heu, on vous demande vraiment comment vous allez faire, quels moyens vous allez utiliser. Je vais demander au développeur quel temps est nécessaire pour réaliser cette activité-là. Quelque part, lui, il me dit enfin, je vais demander, je sais pas moi, sa société, combien il coûte. Donc s'il lui faut, 10 jours et qu'il est à 300 € jour, voilà, enfin, quelque part, c'est la manière dont vous allez atteindre votre objectif. Donc, pour savoir le chiffre exact, je m'adresse à la personne, je lui demande le temps nécessaire ou je m'adresse à un expert, ce qui me permet d'atteindre, de pouvoir obtenir le chiffre nécessaire. L'atteinte des objectifs, c'est bien par rapport au livrable, mais c'est bien aussi par rapport à un moyen d'information. On ne peut pas, dire aux personnes, «Faites, voilà, c'est écrit, faites ce qui est écrit et vous revenez quand c'est fini». Vous vous rappelez, dans l'information, je vous dis souvent qu'il faut pouvoir échanger avec les personnes, aussi de manière proactive. Donc c'est bien aussi, par rapport à l'atteinte de l'objectif du cahier des charges, de se dire qu'on établit aussi un moyen de communication, qu'on inscrit un moyen de pouvoir communiquer avec les personnes qui sont censées faire des réalisations dans le projet. Et donc pour ça, on peut mettre en place, via un outil collaboratif, mais aussi en complément avec l'instauration d'un comité projet, ou de réunions exceptionnelles, qui sont dédiées à certains sujets, pour réaliser ce suivi, des livrables. Tout cet écosystème, les étapes, le planning, les échéances, mais aussi le moyen d'information permet d'atteindre les objectifs du cahier des charges. Il n'y a pas que le fait de dire: «J'ai listé, vous faites», il y a aussi cet échange, ce moyen de communiquer avec les gens. C'est ce qui vous permettra de réaliser le projet. Est-ce que ma réponse est claire? Est-ce qu'il y a des questions? Si pas de questions, tant mieux. Un autre type de question que vous pouvez avoir, ce serait, comment planifier, comment structurer des réunions de travail pour s'assurer que, le projet est bien suivi, mais aussi, par rapport à ça, comment résoudre les problèmes, comment prendre des décisions dans le projet, quels sont les objectifs de différentes réunions, et aussi comment faciliter la communication. C'est vrai que c'est un genre de question qui peut aussi être regroupé, mais dans tout ce que je vous dis, vous voyez, par rapport aux questions précédentes, on peut reprendre la partie outils collaboratifs, par exemple, parce que c'est quelque chose qui peut se reprendre, surtout quand on parle de communication. Pour planifier et structurer des réunions de travail, ce qui est important, c'est de pouvoir, lister, de pouvoir poser l'objectif de chacune des réunions. Donc chaque réunion a un objectif. On ne fait pas une réunion pour balayer 50 sujets. On réalise une réunion pour, obtenir un objectif et donc chacune de ces réunions doit avoir un objectif. Si l'objectif, c'est de suivre, l'avancée des travaux, ça peut être un comité projet ou c'est par rapport à un sujet en particulier. Donc ce qui est important de faire, c'est déjà de poser les objectifs des réunions de suivi, s'il y en a. Ça permettra donc de bien suivre, les différentes activités, les lots de travaux, les phases et sous-phases du projet et dans son entièreté. Ensuite, ce que vous pouvez dire à l'examinateur, c'est qu'il existe plusieurs types de réunions. Moi, je pense qu'en tant que chef de projet, j'en aurai plusieurs. Donc je vais installer un comité projet et là, vous dites dans lequel je mettrai, je sais pas, un Richard qui est chef d'équipe, machin qui est développeur.
c'est tout bête, mais au moins, l'examinateur se dit: «Ah OK, il a fait le lien avec ce qu'il y a dans le contexte, c'est très bien». On lui parle pas juste de comité projet pour dire, «Il faut un comité projet, je le fais chaque semaine et au revoir». Non, il y a un comité projet, j'inclus lui qui va me donner des informations sur la partie travaux et cetera et cetera. On peut aussi avoir des réunions individuelles. Donc des réunions individuelles qui sont peut-être, dédiées à un sujet en particulier, des sujets plutôt sensibles qu'il faut suivre de près et qui viennent en plus du comité projet. C'est quelque chose que vous pouvez dire à l'examinateur. Ou d'autres réunions collectives qui ne sont pas forcément un comité projet, mais peu importe la réunion, c'est ce que vous pouvez préciser, parce qu'on parle toujours de structure de réunion de travail, hein, c'est que chacune de ces réunions doit pouvoir aboutir sur un compte rendu. Ce compte rendu, va préciser l'implication des différentes personnes, le sujet qui a été évoqué, mais aussi doit pouvoir, heu, lister les différentes actions à entreprendre avec des échéances à prévoir. Ça permet de pouvoir bien suivre aussi le projet et bien le planifier, que la réunion de travail puisse aboutir sur quelque chose et qu'elle ne reste pas, en vain. Donc voilà par rapport à la structure, de réunion de travail. Ensuite, par rapport à la résolution de problèmes. Alors, vous pouvez parler des différentes méthodes, que moi j'ai évoquées. Peut-être que vous en connaissez d'autres, il en existe plein d'autres. Moi, je vous ai parlé, de la méthode, Ishikawa, de la méthode des 5 pourquoi, mais il en existe, d'autres aussi. L'idée est que pour bien préparer, pour résoudre un problème, l'idée est que vous puissiez déjà en avance, en avant même que le projet ait démarré, préparer les équipes à la résolution de problèmes. C'est-à-dire que la méthode Ishikawa, vous l'avez vu, elle n'est pas simple à intégrer. C'est toujours bien de faire une session de test avec toutes les personnes qui pourraient être impliquées dans un problème, donc les personnes qui sont à même de réaliser des livrables, les chefs d'équipe. En fonction du volume, en effet, on va dire qu'on voilà, on invite toujours Richard pour ça. Je mets Richard, mais je ne sais pas du tout qui il y a dans les sujets, hein. Et l'idée est qu'on les prépare à la résolution de problèmes. L'idée est que si un problème survient, vous n'êtes pas forcément une absolue nécessité, vous, en tant que chef de projet, d'assister à cette résolution de problème. Si c'est important, oui, mais si en effet il y a plusieurs problèmes qui doivent être résolus en parallèle, c'est bien que chaque personne puisse être déjà préparée à la manière dont on réalise cette résolution de problème. Pareil pour les incidents, même si la question ne le précisait pas, mais on peut toujours découler sur quelque chose qui précise que en tout cas, l'examinateur va comprendre qu'on parle de problèmes, on parle d'incidents qui sont aussi autre chose, mais on peut toujours réaliser cette préparation avant même qu'un incident arrive ou qu'on doive traiter un problème. Il s'agit de préparer les gens avec de la méthode. Ensuite, par rapport aux prises de décision, là aussi c'est assez simple. Vous savez que pour une prise de décision et notamment par rapport à un changement qui est dans le projet, donc le changement peut être de différentes natures. Si le changement concerne, le planning, on doit allonger, la durée du projet, ou le raccourcir, ce qui arrive peu, mais ça peut arriver. S'il s'agit de la partie budgétaire ou même du contexte, qu'on se dise qu'on a découvert qu'un livrable n'est pas réalisable ou trop complexe, ou n'apportera pas grand-chose, quelque part on souhaite le retirer, ou bien on doit ajouter parce qu'il y a un prérequis à réaliser avant, de réaliser l'entièreté du projet. Peu importe la branche qui doit être changée dans le projet, on doit solliciter une autorité de changement, des personnes qui ont été donc quand je parle d'autorité de changement, peut-être que je ne sais même pas si l'examinateur sait ce que c'est, parce que moi je vous en parle parce que, voilà, maintenant même vous l'avez compris, mais il est possible que l'examinateur ne sache pas ce que c'est. Donc c'est toujours bien de détailler. Autorité de changement, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont été appointées, et qui sont pertinentes, pour, approuver, pour évaluer le changement qui va être réalisé sur un projet. Et donc quelque part, ça rentre dans le processus d'une prise de décision. Cette prise de décision doit être exposée par le chef de projet. Vous arrivez au comité de pilotage, si c'est le comité de pilotage, ou juste à une autorité de changement, une réunion exceptionnelle, et vous partagez le changement en question, la décision à prendre, et quelque part, vous exposez le contexte de ce changement, soit il s'agit du contexte, du budget ou du planning, comme je précisais. Et à la fin, en effet, il y a une demande de décision qui doit être opérée. Et donc, ce processus-là, comme pour la résolution de problème, il doit être préparé. Ça veut dire que c'est pas au moment où il y a une prise de décision qu'on se dit: «Ah, comment on fait déjà pour prendre une décision dans le projet?» Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez réaliser en amont. Donc c'est ce que vous pouvez partager, à l'examinateur. Est-ce que vous avez des questions
par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Oui, Graziella. Si on a des questions d'ici l'examen, c'est toujours possible de toute façon d'envoyer un mail, quoi que ce soit, s'il y a des choses qui nous viennent. Oui, pas de souci. Oui, très bien. Je suis rentré de vacances, donc je pourrais répondre à vos questions par mail, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des exemples types qui ont déjà été fournis aux précédentes sessions auxquels il est possible d'avoir accès avec les genres de corrigés, des genres de choses Non, on n'a pas d'examen blanc à disposition. Toutes les informations que je vous partage, c'est celles qui m'ont été partagées par le directeur de la formation. Et donc, il m'autorise à vous partager de manière orale ces informations. Mais on n'a pas d'examen blanc et les examens qui sont réalisés ne sont pas archivés pour être partagés. Donc non, en effet, je dispose pas d'examen blanc à vous partager, mais même de questions type précises. Donc c'est pour ça que je combine un peu les différentes questions qui existent. Il est possible que ce que je vous dis, ce sera les questions que vous aurez, hein, c'est tout à fait possible, ou totalement différent, ou peut-être qu'elles seront scindées, voilà, je sais pas. Mais voilà comment je peux vous les partager. Okay. Du coup, si je résume, connexion une demi-heure avant, caméra allumée, micro on, carte d'identité, batterie évidemment sur l'ordi. Et même si le micro est coupé, on est toujours visible pendant l'examen. On a droit du coup aux différents supports, du coup également avec Rework, du coup on se connecter à Rework pour accéder au contenu. Yes. Mais on pourrait le renvoyer dans le temps imparti. Donc il y aura un lien, quelque chose sur lequel on vient partager après les questions. On utilise n'importe quel support, Drive ou quoi. Si c'est pas un document en ligne qui est déjà enregistré sur Drive, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on vous partage le lien d'un document, il s'ouvre dans votre navigateur et vous répondez dessus. Il me semble que c'est ça, mais il faudrait que je revérifie. Je suis pas sûr normalement, il n'y a pas de nécessité à enregistrer le document sur votre ordinateur pour ensuite le repartager. Donc, c'est pour ça qu'il y a un affranchissement de licence. On ne vous demande pas d'acheter Word ou quoi que ce soit. Vous pouvez le remplir directement en ligne. Donc, une bonne connexion ce jour-là, quoi. En effet, un minimum de connexion. Oui. Il reste encore 2 types de questions à balayer, donc c'est pas encore terminé. Et juste une question, le contexte, c'est un seul projet unique ou il y a différents projets, différentes questions sur différents projets? Alors ce sera un contexte, un projet, donc un seul projet. Il peut avoir une petite ou une grande envergure, mais c'est vraiment un projet qui sera traité dans les différentes questions. Très bien, merci. Et Graziella. Tu as parlé coproge, mais tu ne nous parles pas copil. On en parle? On n'en parle pas? Alors, par rapport à la question que j'ai exposée, en effet, c'était pas approprié pour le... Si, j'ai parlé de copil dans la prise de décision, notamment lorsque... Oui, mais sur la planification des réunions. On peut en parler aussi. Oui, en effet. On a quand même le copil qui est au-dessus. Oui, il y a le copil aussi. Non, tout à fait. Il y a le comité projet, mais aussi le comité de pilotage. Non, en effet. En effet, je l'ai pas évoqué, mais oui, c'est bien sûr un type de réunion. C'est d'ailleurs les deux mêmes. On est d'accord que c'est quand même la base du projet. Oui, clairement. Le commanditaire est dans le copil, normalement. Donc en fait, c'est lui qui décide du pourquoi et bien souvent des changements à apporter au projet. Exactement, oui, tout à fait. Donc en effet, il faut aussi bien parler du comité de pilotage et peut-être aussi de la fréquence, du type de personnes qu'on y inclut. Oui. Donc il y a ces 2 différences-là qui sont dans la... Mais en général, dans le copil, c'est plutôt de la direction. Oui. Les directeurs issus de la direction, les comités projets plutôt issus du terrain. Oui, c'est ça. Merci. On en parle d'ailleurs demain dans la dernière classe virtuelle. Oui, j'avais une question aussi parce que j'ai l'impression qu'il faut donner quand même dans nos réponses un grand niveau de détail. Est-ce que faire des termes de référence pour le comité de pilotage, comité de projet, c'est pas aller un peu trop loin? Parce que comme tu l'as dit, il faut quand même bien gérer le temps, mais voilà, où est la limite en fait? Alors, la limite, c'est le temps. Ça, c'est certain. Il faut pouvoir donner un maximum de détails. L'idée n'est pas de noyer l'examinateur, mais l'idée est d'être sûr que dans ce que vous allez partager dans votre réponse, il y a suffisamment de détails
pour qu'on puisse se dire: «OK, il y a toutes les clés pour que si, je laisse le projet à Sandra, elle s'en sortira, hein, puisque elle me donne des pistes où, je sais qu'elle pourra répondre à la question». Mais si en effet, par rapport à, comment planifier, structurer les réunions de travail, si tu dis, une réunion de travail, ben, j'invite les participants, j'écris un compte rendu, et je l'envoie. Bah, c'est assez limité. Par contre, si je dis: «Bah, voilà, pour chaque réunion, je pose les objectifs de la réunion. Hem, Dans le contenu, je détaille les principaux éléments importants, qui ont été partagés, et à la fin, je partage aussi les différents acteurs, donc les personnes pour lesquelles on attend une action, pour une prochaine échéance ou une date précise avec l'échéance précisée à la fin. Là, il y a du détail, un peu plus de détails sur comment, tu vas gérer une réunion. Et donc là, j'ai moi plus confiance qu'une personne qui me dit: «Bah, je fais une réunion, je la programme et j'envoie le compte rendu». Ouais, mais il y a quoi dans le compte rendu? À qui? Voilà. Voilà l'idée. Finalement, il faut faire comme si on s'adressait à une personne qui n'est pas du monde du projet. C'est ça. En fait, c'est la difficulté. On va envoyer les réponses à un examinateur qui est forcément du domaine, qui est chef de projet, mais il faut se dire, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, j'ai peut-être, je partage des termes, des terminologies qui sont peut-être pas connues de tous. Je parle d'autorité de changement, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui savent pas du tout ce que c'est, alors qu'ils sont chefs de projet depuis 20 ans. C'est possible. Je peux pas avoir l'absolue connaissance. C'est pour ça que c'est bien de mettre du détail. Autorité de changement, OK, il y a qui dedans, à quoi ça sert, pourquoi, et cetera, et cetera. Et dedans, j'inclus des personnes du contexte, machin, et cetera. Je fais le lien. Donc c'est toujours bien de mettre un maximum d'informations, un maximum de détails pour lesquels vous êtes sûr que n'importe qui, et tu as raison Germain, n'importe qui pourra se repérer. C'est pas Germain qui parlait juste avant, sinon. Pardon. C'est Maxime, merci. Est-ce que c'est bon? Allez, passons à la suite. Comment formaliser le système d'information? Comment suivre un projet? Comment être sûr que chaque personne dispose, de toutes les infos, nécessaires pour bien réaliser son travail? Et quels sont les documents, les outils qu'on peut utiliser pour le suivi? Là, on parle clairement, dans ce type de questions, de communication. Et donc dans la communication, il y a 2 outils, hein, que moi je vous ai partagés, c'est le plan et la matrice de communication. Donc c'est toujours bien de dire que pour le plan de communication, on va suivre la trame du projet de manière chronologique, et pour chaque étape, chaque jalon du projet, si les jalons du projet sont partagés dans le contexte, n'hésitez pas à en parler et dire que le plan suivra, l'exécution qui contient ça, 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 ça. La matrice, si elle est nécessaire, si le projet d'envergure suffisante, pour lister les différents destinataires et les types de communication qu'ils devront recevoir. Voilà un petit peu la base de comment je vais organiser la communication. Maintenant, la communication passe aussi, par différentes planifications de réunions. Et là, en effet, je vais parler un petit peu de ce que j'ai dit un petit peu avant, mais je prends la question de manière, individuelle, vraiment de manière impartiale. C'est, totalement, décorrélé de ce que j'ai pu dire, juste avant. Et donc, en effet, pour la communication, il y a aussi la planification des différentes réunions qui se fait à l'avance, comité projet, comité de pilotage, différentes réunions de suivi, revue de risque, il y en a une flopée. L'ensemble de cet écosystème fait aussi, le système d'information du projet. Pour le suivi du projet, là aussi, l'outil collaboratif, on en a parlé à la question encore avant, peut être utile puisque l'outil collaboratif permettra, de lister les différentes activités du projet. On peut y lister les différents lots de travaux, différentes exigences pour chacun de ces lots de travaux, les différents livrables, les différents critères de qualité, et on peut aussi y associer les incidents. Donc quelque part, là aussi, ça va contribuer à formaliser le système d'information. Voilà, tout ça, tout ce détail, même quand je parle de lots de travaux, on peut faire le lien avec, s'il y en a, si c'est listé dans le contexte, les différentes activités qui sont listées dans le projet, ou les différentes phases si elles ont un nom, ça permettra de faire le lien. S'il n'y en a pas, il faut essayer de broder autour, mais de se dire que ça fait le lien avec le contexte. Ensuite, toujours par rapport à l'information et au suivi du projet, faut se dire que la mise en place
du système d'information et du suivi, il est important, puisqu'il permet d'avoir et de réaliser un certain reporting, donc un report des tâches, et des activités qui serviront de base, heu et d'alimentation au comité projet, au comité de pilotage, et donc c'est pour ça que tout ça est important, à partager. Et donc chacun des livrables, compte est matérialisé sous forme de fiches, hein. Soit c'est dans l'outil, de collaboratif, donc ça peut exister. La fiche contient les différents détails, et on fait le lien quelque part avec le cahier des charges qui est la base initiale du projet. Donc c'est le formalisme du système d'information et du suivi du projet, c'est vraiment tout ça. Par rapport aux documents, ouais, donc là, je vais plutôt parler des différentes fiches. Donc les documents et outils, qui permettent de réaliser le suivi et la transmission d'informations. Donc les fiches des tâches, alors même si c'est inscrit dans l'outil collaboratif, c'est bien d'adresser de manière individuelle à chacune des personnes du terrain ce qu'elle doit faire, et lui dire de manière concrète: «Voilà la fiche pour cette activité-là, elle se trouve aussi dans l'outil collaboratif, tel lien, telle activité, telle référence», mais c'est bien de lui adresser. Le cahier des charges, c'est aussi un document à partager. Il n'est pas, comment dire? Il n'est pas confidentiel. Le cahier des charges, c'est, quelque part la fiche de base avec le business case. Tout dépend de ce dont on parle dans le contexte, hein. Là aussi, vous pouvez utiliser le cas d'affaires, donc le business case. Hem, Tout cela peut être partagé puisqu'il y a le détail, l'ensemble du détail de tout ce qui doit être réalisé dans le projet. Hem, il y a aussi le planning. Le planning, c'est aussi un outil et un document important. Là aussi, il est clairement pas confidentiel. Le planning de manière détaillée avec les différentes phases, les sous-phases, les différents lots de travaux, et l'ensemble, fait le planning du projet. Donc quelque part, un équipier projet doit savoir, où trouver le planning, doit savoir où son activité s'inscrit dans l'entièreté du projet pour qu'il puisse aussi comprendre, quelle est la pierre qu'il ajoute à l'édifice. Et donc quelque part, ça permet lui aussi de comprendre l'envergure du projet et de savoir que ce qu'il fait lui a un lien avec l'entièreté du projet. Ça a un double bénéfice. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce type de questions? Sinon, pour finir, on va attaquer la partie, plutôt, fin de projet, clôture. Le type de questions que vous pourriez avoir serait, comment, vous mèneriez la clôture la revue pardon, du projet avec le commanditaire? Surtout pour, ce travail d'analyse, pour, savoir ce qui a contribué, ce qui n'a pas contribué à la réalisation du projet et aux différents livrables. Et aussi comment, on peut capitaliser, sur l'expérience et comment on peut aussi en sortir, des enseignements. Donc là, on parle clairement de clôture et donc pour mener, la revue du projet avec le commanditaire, le document, c'est le document de clôture, c'est le document de base qui est à échanger avec le commanditaire, qui est à partager avec lui. Quelque part, ce document de clôture, combiné à la réunion de bilan qui va un petit peu imager, la partie clôture, permettra de compléter l'entièreté de la revue du projet avec le commanditaire. L'idée est que lorsque vous échangez avec le commanditaire pour réaliser, le document enfin pour, partager ce que vous avez inscrit dans le document de clôture, et de pouvoir faire un petit peu cet échange où, lui a sa perception des choses et vous avez la vôtre. Il y a peut-être quelque chose de combiné qui peut être mis à jour dans ce document de clôture avant même de faire cette réunion de bilan avec l'entièreté des participants et des parties prenantes. Donc c'est important de le faire. Et pour capitaliser sur l'expérience, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de retours, des personnes qui ont travaillé au sein du projet, des personnes qui ont gravité autour du projet, donc qui ont bénéficié de l'information que vous avez partagée. Et donc quelque part, c'est de pouvoir avoir leur réponse à un questionnaire possible de satisfaction, savoir quelle est leur perception sur, l'évolution du projet, qu'est-ce qu'ils ont, trouvé d'intéressant, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, et quelque part, l'indice de satisfaction doit être aussi partagé avec un KPI, un indicateur qui permet de se dire: «Mais voilà, 80 60 des personnes sont satisfaites».
En majeure partie, c'était, le point faible, c'était ça, le point fort, c'est ça. Mais aucun problème par rapport à ça, parce que si déjà vous êtes à la partie clôture, c'est que vous avez déjà livré le projet. C'est plutôt bon signe. Donc quelque part, vous êtes arrivé à la fin et on vous a autorisé à clôturer le projet. Donc l'idée de pouvoir toujours penser à ce que ça va créer comme bénéfice à l'entreprise et donc quelque part, faire ces entretiens, alors soit enfin, c'est même pas soit, il peut y avoir des questionnaires couplés à des entretiens individuels, aussi des entretiens collectifs et quelque part entre les 2, vous analysez un petit peu l'écart de ce qui a été dit collectivement versus de ce qui a été dit individuellement. Là aussi, ça va contribuer à compléter cette capitalisation d'expérience et de compléter aussi cette partie bilan. Et aussi, le plus important et ce qui va servir à tous, c'est l'identification des bonnes pratiques. Donc quelque part, lorsque les bonnes pratiques sont identifiées dans le projet, donc elles ne sont pas identifiées à la fin du projet, hein, c'est au fil du projet, l'idée de pouvoir identifier ce qui a pu servir et ce qui a permis d'éviter des incidents, permis d'éviter des problèmes, ce qui a permis d'avancer. Et donc quelque part, c'est aussi ce qui va contribuer à la partie clôture du projet. Voilà comment on pourrait répondre et toujours en faisant le lien avec le contexte. Voilà pour ces derniers types de questions. Est-ce que vous avez des interrogations? J'en ai une petite. Le délai après, j'ai cru comprendre, ou alors j'ai peut-être mal vu, il y a 3 mois en fait, avant d'avoir le résultat. Alors 3 mois, c'est un délai maximum. On a plutôt tendance à avoir le résultat sous 2 mois. Tout dépend du volume des réponses, enfin en tout cas des examens qui sont passés. Mais oui, 3 mois, c'est un délai maximum. Ok, c'est quoi? Du coup, c'est un mail du coup, qui nous indique que vous avez validé l'assertif par rapport à ce que le formateur a considéré des réponses qu'on a fournies. Alors pas le formateur, hein. Le formateur, c'est moi, Non, pas le formateur, mais l'examinateur. l'examinateur. Moi, je vous le donne à tous, il n'y a pas de souci. Mais non, l'examinateur, en effet, c'est lui. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui vous donne la réponse directement ou si c'est Karine ou la CCI, mais en effet, vous avez un email qui vous partagera le taux de la réussite ou non de l'examen. Ok, merci. Et j'espère bien entendu que vous réussirez. Et Graziella, tu avais une question aussi. Ah, pardon. J'allais juste poser une question. Est-ce que tu as déjà une idée des taux de réussite des années précédentes ou des sessions précédentes? Alors le taux a varié un petit peu, mais il se situe autour de 80%. J'ai fait très bonne année l'année dernière. J'ai changé un peu de structure, moi professionnellement, et aussi au niveau du recrutement, c'est-à-dire recrutement des apprenants. Je pense qu'il y a eu un changement, donc il y a eu une petite baisse, mais on revient à 80%, donc c'est plutôt bon. Mais c'est vrai que lorsqu'on a des personnes qui sont pas forcément concernées, impliquées, dans les sessions, on remarque parfois il y a une baisse d'adhésion. Mais en tout cas, pour la dernière et les 2 dernières, je suis plutôt enfin, en tout cas, les gens ont répondu présent, donc je suis plutôt confiant. Et aussi, j'ai changé de format et je pense que la dernière session, ça a plutôt bien aidé. Graziella, tu avais une question aussi? Je suis désolée, c'est pas facile. Je reviens sur business case et cahier des charges à partager. Donc, je vais juste parler de mon expérience. Concernant le business case, pour moi, c'est un document confidentiel. En revanche, le cahier des charges, en effet, peut être partagé puisqu'il comporte les éléments essentiels au suivi, enfin, à la mise en place et au suivi du projet. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord avec toi, oui et non.
Alors, peut-être que l'entièreté du business case peut ne pas être partagée, et c'est vrai, parce que en tout cas pour les derniers clients pour lesquels j'ai travaillé et pour lesquels j'avais un business case à réaliser, le business case était sous plusieurs formats. Le format PowerPoint qui résumait pouvait être partagé, puisqu'il n'y a pas de détails sur les chiffres, on ne sait pas qui coûte quoi. Et en effet, c'est cette partie-là qui est partagée. On n'a pas forcément besoin de partager le détail du contenu, des chiffres, notamment de qui est engagé de quand à quand, combien coûte cette personne, combien coûte ce salarié. C'est beaucoup trop sensible, en effet. C'est ça, ce sont des données Oui, confidentielles bien souvent oui. dans le business case. Donc, Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que quand je parle de business case, je pars surtout du format résumé, qui est le format qu'on présente, enfin, en tout cas dans mon cas, hein, qui est partagé oui, ce qu'on appelle le pitch. Oui, voilà, le pitch pour les réunions Le d'approbation. pitch. Et donc, quelque part, oui, on résume le contexte, on dit il y a tant d'OPEX, tant de CAPEX, le total c'est ça, ROI c'est Ouais, ça, et voilà. Cette partie-là est partagée avec un planning. Ok, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Merci d'avoir levé l'ambiguïté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Juste pour revenir sur ce qui a été dit, par exemple, ayant travaillé sur des projets européens, ce serait, si ça te parle, ce serait par exemple le partage du Grant Agreement, qui est en fait toutes les étapes de tous les lots, des nombres d'heures par structure, etc., sans rentrer dans le détail de la structure en elle-même. Ça resterait juste la trame générale du projet qui a été écrite en amont et qui est ensuite utilisée par les chefs de projet pour savoir combien d'heures ils ont à attribuer à chacun. Oui, quelque part, quand on dit de manière résumée, c'est le total. Ça peut être le total par phase, je pense au plus fin, mais le total au niveau du coût projet qui est quelque part affecté, donc réparti soit aux ressources, au matériel, etc. Mais on a cette partie-là qui peut être partagée en effet. Mais en effet, pas le détail, puisque le business case, c'est une somme de détails où on va jusqu'à cette personne-là, on l'engage de temps à temps, elle coûte tant par jour. Celle-là, c'est un salarié interne, elle coûte tant par jour. Donc après, voilà, enfin, les gens, quelque part dans le projet, si on partage ce genre d'informations-là, parfois c'est sujet à Discord, pourquoi lui il coûte plus cher que moi, machin. Donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça qu'on ne partage pas ce niveau de détail. Oui, on s'arrête à telle entreprise a un nombre d'heures qui lui est attribué pour travailler, mais on ne rentre pas dans le détail de qui va travailler et pourquoi. Et oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Eh bien sinon, écoutez, je vous propose de clore pour aujourd'hui. Donc, je vous partagerai le lien de cette classe virtuelle sur Padlet pour ceux qui ont le nouveau format et par mail pour ceux qui étaient sur l'ancien. Et pour ceux que je vois demain, écoutez, je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des interrogations. Je vous y répondrai. Ouais, Joy, juste une chose, pourquoi tu parles de demain? Il y avait une classe virtuelle qui aurait dû avoir lieu pour la dernière classe, oui, tu en fais partie d'ailleurs, qui aurait dû avoir lieu lundi. Et en fait, lundi, j'étais sur mon lieu de vacances et le réseau était très très instable, donc j'ai décidé de reporter la classe virtuelle de lundi à demain, à vendredi. Donc si tu es disponible à 13h30, c'est possible d'y assister. Alors demain, je suis disponible à 13h30, mais comme j'ai pas reçu d'invitation ni quoi que ce soit, c'est vrai que moi, ça a sauté de mon agenda. Mais ouais, demain, je veux bien une invitation. Ok, normalement tu l'as reçu, je vais voir pour te la renvoyer. Ouais, ok. Il me semble que moi, je faisais partie de la même classe que François, et j'ai pas reçu d'invitation non plus pour demain. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble qu'à chaque fois, aux dernières classes virtuelles, François était présent à chaque fois aussi. Donc je suppose alors peut-être que je me trompe pour François, mais... Bien reçu, ah oui, non, en effet, oui, François ne fait pas partie. J'ai Graziella, Germain, Hervé, Myriam, Sébastien, Valérie, Laetitia. Moi, j'ai bien reçu aussi, ouais. Ok. Non, oui, en effet, excuse-moi François. Pour le terrain et à demain pour ceux qui seront là. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir Myriam. Au revoir. Bonne journée.
Ouais, mais En Joy, mais effet. par contre, j'ai pas compris. Donc, il y a une classe demain ou Non, non, il y a c'est pas juste une seule- pour toi, oui, pour toi, il y aura pas de classe demain. Excuse-moi, j'ai confondu. D'accord, Tu fais partie de la dernière classe de cette formation. d'accord. Tu Ok. fais partie de l'avant-dernière. Pas de problème. S'il n'y a pas d'autres questions, Je vous dis à demain. bon Très bonne fin de après-midi journée. et à très bientôt. Merci. J'en ai Merci. une, À Joy, bientôt. juste. Bonne journée.